je vais vous dire quelque chose d'honnête. Il y a 2 ans, mon niveau de français était vraiment mauvais. Je voulais apprendre depuis des années, mais je ne faisais rien. Et puis, un jour, j'ai réalisé que j'avais perdu beaucoup de temps à attendre le bon moment, un moment qui n'arrivait jamais. Alors j'ai décidé de changer quelque chose. Pas tout. Juste une petite chose. Et aujourd'hui, après 2 ans, je parle français tous les jours, et je fais ça sans sacrifier mon travail, mes amis ou mon sommeil. Mon ami, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux apprendre le français, mais que tu penses ne pas avoir le temps. Tu travailles, tu as des responsabilités, et la journée passe trop vite. Je comprends exactement ce sentiment, parce que c'était aussi ma vie. Alors reste avec moi, parce que je vais te montrer exactement comment j'ai intégré le français à une vie très chargée, pas en théorie, mais en pratique, avec de vrais exemples tirés de mes journées. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. D'où regardes-tu cette vidéo en ce moment? Écris le nom de ton pays dans les commentaires. Par exemple, France, Belgique, Canada, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Brésil, Mexique, Algérie, Tunisie, où que tu sois dans le monde, j'adorerais le savoir. C'est toujours une belle surprise de voir d'où vient notre communauté. Bon, maintenant parlons de moi. Je suis britannique, j'ai 26 ans, et je travaille dans la communication pour une petite entreprise. Ma journée commence tôt et finit tard. Je mange souvent devant mon ordinateur. Le week-end, j'essaie de voir ma famille et mes amis, de faire du sport et de me reposer. Bref, ma vie ressemble probablement à la tienne. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai fait la même erreur que tout le monde. J'ai acheté un grand livre de grammaire. J'ai téléchargé 3 applications différentes. J'ai regardé des vidéos sur YouTube pendant des heures. Et au bout de 2 semaines, j'ai tout arrêté parce que c'était trop. C'était trop compliqué, trop lourd, trop exigeant pour une vie déjà bien remplie. Ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai compris une chose très simple, je n'avais pas besoin de plus de temps. J'avais besoin d'utiliser différemment le temps que j'avais déjà. Mon ami, cette idée a changé ma relation avec le français. Et je pense qu'elle peut aussi changer la tienne. Laisse-moi t'expliquer ma journée typique, et comment le français s'y intègre de façon naturelle. Je me lève vers 6h30. Je sais, c'est tôt. Mais ces premiers moments de la journée sont précieux, pas parce que je fais quelque chose de grand, mais parce que mon cerveau est encore calme. Avant de regarder mon téléphone, avant de vérifier mes courriels, j'écoute du français pendant que je me prépare. Pas un cours. Pas une leçon structurée. Juste du français. Un podcast, une émission de radio française en arrière-plan, ou même des chansons françaises. Je mets ça sur mon téléphone et je laisse la langue entrer dans ma tête pendant que je me brosse les dents et que je prépare mon café. Au début, je ne comprenais presque rien. Littéralement, j'entendais des sons sans sens. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à saisir des mots. Puis des phrases. Puis des idées entières. Et maintenant, après 2 ans, je comprends presque tout. Cette progression m'a appris quelque chose d'important. L'exposition régulière est plus efficace que l'étude intensive occasionnelle. 20 minutes le matin, tous les jours,
c'est mieux que 2 heures le dimanche une fois par mois. Mon ami, le cerveau humain apprend les langues par répétition et exposition. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Quand tu entends un mot encore et encore dans des contextes différents, ton cerveau finit par le retenir. Pas parce que tu as étudié une liste de vocabulaire, mais parce que tu as entendu ce mot naturellement, dans de vraies conversations. Donc ma première astuce, et c'est la plus simple, c'est d'utiliser le temps que tu as déjà le matin. Le temps pendant lequel tu fais des choses automatiques, te laver, t'habiller, préparer ton petit déjeuner. Ce temps est perdu si tu l'utilises pour regarder des vidéos stupides sur les réseaux sociaux. Mais si tu mets du français à la place, ces 20 minutes deviennent une leçon gratuite chaque jour. Après mon café, je prends le bus pour aller au travail. Ça prend environ 25 minutes. Encore du temps. Avant, j'utilisais ce temps pour faire défiler mon téléphone, regarder des photos de nourriture et lire des nouvelles que j'oubliais 5 minutes plus tard. Maintenant, j'écoute du français, mais cette fois, j'écoute plus activement. Je choisis un podcast fait pour les apprenants de français, avec des histoires simples ou des sujets intéressants, et j'essaie de suivre. Si je n'entends pas quelque chose, je rembobine. Si j'entends un mot que je ne connais pas, je l'écris dans une petite application de notes. Ce moment dans le bus est mon moment d'écoute active. Ce n'est pas la même chose que le matin, où j'écoute de façon passive. Dans le bus, j'essaie de comprendre, de suivre et de noter. 2 moments différents, 2 types d'apprentissage différents, mais tous les 2 utiles. Maintenant, parlons du travail. Je ne pratique pas le français au travail, car mes collègues sont tous britanniques et nous communiquons en anglais. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, la pause déjeuner. J'ai 30 minutes pour manger, et je mange souvent seul ou avec une collègue. Quand je mange seul, je mets mes écouteurs et je regarde une courte vidéo en français. Pas une longue vidéo, pas un film. Juste quelque chose de court, 5 ou 10 minutes maximum, sur un sujet qui m'intéresse. La cuisine, la mode, la décoration, le voyage, peu importe. Quelque chose que j'aurais regardé en anglais de toute façon. Pourquoi des vidéos sur des sujets que j'aime? Parce que si le sujet m'intéresse, je suis plus motivée à comprendre. Si je regarde une vidéo ennuyeuse sur la conjugaison du subjonctif, je vais m'endormir sur ma salade. Mais si je regarde quelqu'un expliquer comment faire une bonne quiche lorraine, je suis attentive parce que j'aime la cuisine. Le contenu intéressant est une clé. Mon ami, quand tu apprends une langue, tu dois trouver du contenu qui te donne envie de comprendre. Ce désir de comprendre est le moteur de l'apprentissage. Sans lui, tu vas étudier parce que tu te sens obligé, et dès que la motivation baisse, tu vas arrêter. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Le sport, la musique, les jeux vidéo, la politique, la science, la mode, les animaux? Il existe du contenu en français sur absolument tous ces sujets. Trouve ce contenu et tu trouveras une raison de continuer. L'après-midi au bureau, je travaille. Mais j'ai un petit rituel que personne ne connaît. Chaque après-midi, entre 2 réunions ou quand j'attends que quelque chose se charge sur mon ordinateur, j'ouvre une application de flashcards. J'ai des flashcards avec le nouveau vocabulaire que j'ai noté le matin dans le bus. Et je fais 3, 4 ou 5 cartes. Juste quelques secondes. Pas 10 minutes.
juste le temps d'une pause naturelle. Cette technique s'appelle la répétition espacée, et c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour mémoriser du vocabulaire. L'idée, c'est de revoir les mots au bon moment, juste avant de les oublier, pour les ancrer dans ta mémoire à long terme. Les applications comme Anki fonctionnent sur ce principe. Tu n'as pas besoin de passer 1 heure dessus. Quelques minutes plusieurs fois par jour suffisent. Et c'est justement ça qui est beau dans cette méthode. Tu peux la faire n'importe où, n'importe quand. Dans la file d'attente au supermarché. Dans la salle d'attente chez le médecin. En attendant que ta pizza sorte du four. Ces petits moments perdus deviennent des moments d'apprentissage. Je rentre du travail vers 18h, parfois 18h30. Je suis fatigué. Mon cerveau est plein. La dernière chose que je veux faire, c'est ouvrir un livre de grammaire et étudier. Et tu sais quoi? Je ne le fais pas. Parce que j'ai appris que se forcer quand on est épuisé ne marche pas. On retient très peu, on est frustré, et on finit par détester la chose qu'on essaie d'apprendre. Alors le soir, je fais quelque chose de léger. Je regarde une série française. Oui, une vraie série, avec une intrigue, des personnages et des émotions. Et je la regarde comme je regarderais n'importe quelle autre série, pour me détendre, pas pour étudier. Mais parce que c'est en français, j'apprends sans m'en rendre compte. Les sous-titres en français m'aident à connecter ce que j'entends avec ce que je lis. Les expressions familières, l'argot, les façons naturelles de parler, tout ça entre dans ma tête pendant que je suis concentrée sur l'histoire. Au fil des semaines, j'ai remarqué que je commençais à comprendre de plus en plus sans regarder les sous-titres. C'est un sentiment incroyable, mon ami. C'est le moment où tu réalises que la langue commence à faire partie de toi. Maintenant, je veux parler de quelque chose dont on ne parle pas assez quand il s'agit d'apprendre une langue, la production. C'est-à-dire parler et écrire. Pas juste comprendre. Beaucoup de gens passent des mois à écouter du français, à regarder des vidéos et à apprendre du vocabulaire, mais ils n'essaient jamais de s'exprimer. Et puis, quand ils se retrouvent face à un francophone, ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'écouter et parler, ce sont 2 compétences différentes. Moi, j'ai commencé à parler français assez tôt. Pas bien, pas couramment, mais j'ai commencé. Et voici comment j'ai fait ça malgré un emploi du temps chargé. D'abord, j'ai trouvé un partenaire d'échange linguistique. C'est quelqu'un qui veut apprendre l'anglais et qui est prêt à pratiquer le français avec toi en échange. Il existe des applications et des sites web pour ça, et c'est gratuit. On se retrouve en ligne 1 fois par semaine, pendant environ 1 heure. On parle 30 minutes en français, 30 minutes en anglais. C'est tout. 1 heure par semaine. Au début, c'était vraiment difficile. Je cherchais mes mots, je faisais des erreurs, et je me sentais parfois stupide. Mais mon partenaire d'échange était patient, comme je l'étais avec lui quand il parlait anglais. Et avec le temps, j'ai eu de plus en plus de facilité à m'exprimer. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle est humaine. Ce n'est pas un exercice artificiel avec un robot. C'est une vraie conversation avec une vraie personne. Et parce que vous avez tous les deux un objectif commun, apprendre la langue de l'autre, il n'y a pas de pression. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde comprend ça.
Mon ami, si tu veux parler français, tu dois commencer à parler français. Même mal. Même avec des erreurs. Les erreurs ne sont pas le signe que tu échoues, elles sont le signe que tu apprends. En plus de mon partenaire d'échange, j'ai commencé à tenir un petit journal en français. Pas quelque chose de long et compliqué. Juste quelques phrases chaque soir avant de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que je prévois pour demain? Ces petites phrases, simples et courtes, m'ont aidé à pratiquer l'écriture dans des contextes réels. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand j'essayais d'écrire une phrase en français et que je ne connaissais pas un mot, j'allais chercher ce mot. Et parce que j'en avais besoin dans un vrai contexte, je le retenais beaucoup mieux que si je l'avais appris dans une liste. Le besoin crée la mémoire. Quand tu as vraiment besoin d'un mot pour exprimer quelque chose que tu veux dire, ton cerveau le retient. Quand tu apprends un mot parce qu'il est sur une liste, ton cerveau ne voit pas pourquoi il devrait faire l'effort de le garder. Parlons maintenant du week-end. Pendant la semaine, je fais des petites choses régulières, l'écoute le matin, le podcast dans le bus, les flashcards pendant les pauses, la série le soir. Mais le week-end, j'ai un peu plus de temps, et je l'utilise différemment. Le samedi matin, je prends un café et je lis quelque chose en français. Pas un roman entier, juste un article. Un article sur un sujet qui m'intéresse, trouvé sur un site français. Je lis lentement, je cherche les mots que je ne connais pas, et j'essaie de comprendre l'idée principale. Ça prend environ 20 à 30 minutes. Cette habitude a vraiment amélioré mon français écrit. Quand tu lis beaucoup dans une langue, tu commences à absorber naturellement la structure des phrases, les expressions courantes et la façon dont les idées sont organisées. Et ça aide quand tu écris ou quand tu parles. Le samedi après-midi, je fais souvent quelque chose de complètement différent, mais parfois, je glisse un peu de français dedans. Si je cuisine, je cherche une recette en français. Si je vais courir, j'écoute un podcast français. Si je fais du shopping, je change parfois la langue de mon téléphone en français pour me forcer à naviguer dans une langue étrangère. Ces petites décisions créent une immersion légère dans ta propre vie. L'immersion ne signifie pas forcément vivre dans un pays francophone. L'immersion, c'est entourer ta vie de la langue autant que possible, dans le contexte où tu es déjà. Mon ami, je vais être honnête avec toi sur quelque chose. Il y a eu des semaines où j'ai fait très peu de choses. Des semaines où le travail était trop stressant, où j'étais malade, où j'avais des problèmes personnels. Des semaines où j'écoutais peut-être 10 minutes de français au lieu d'une heure. Et j'ai appris que c'était normal. Ce n'est pas une raison d'arrêter. La plus grande erreur que les gens font quand ils apprennent une langue, c'est de penser en termes de tout ou rien. Si je rate une journée, j'ai tout perdu. Si je ne comprends pas quelque chose, c'est que je suis nul. Si je fais une erreur de grammaire, c'est embarrassant. Ce genre de pensée est l'ennemi de l'apprentissage. La réalité, c'est que l'apprentissage d'une langue est un long voyage avec des hauts et des bas. Il y aura des jours où tu te sentiras brillant, où tu comprendras des choses que tu n'aurais jamais imaginé comprendre. Et il y aura des jours où tu te sentiras stupide, où une phrase simple te semblera incompréhensible. Les deux font partie du processus. Ce qui compte, c'est de continuer. Pas parfaitement. Juste continuer.
Je veux aussi parler de la grammaire, parce que beaucoup de gens ont une relation difficile avec la grammaire française. Et honnêtement, je les comprends. La grammaire française est connue pour être complexe. Les genres des noms, les accords, les temps verbaux, les pronoms, tout cela peut sembler une montagne impossible à gravir. Mais voici ce que j'ai appris. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la grammaire pour commencer à communiquer. Tu as besoin de comprendre les structures de base et de les utiliser. Les détails viennent avec le temps et l'exposition. Ce que je fais, c'est que j'apprends la grammaire de façon contextuelle. Quand je remarque quelque chose dans une série ou un podcast que je ne comprends pas, je vais chercher l'explication. Je ne m'assieds pas pour apprendre toutes les règles du subjonctif en un après-midi. Je vois le subjonctif utilisé dans une vraie phrase, je me demande pourquoi, je cherche la réponse, et je comprends dans le contexte. Cette méthode est beaucoup plus efficace pour moi. Il existe d'excellentes ressources pour apprendre la grammaire de cette façon. Des blogs, des chaînes YouTube et des livres qui expliquent les règles avec de vrais exemples. Et quand tu apprends une règle parce que tu as besoin de comprendre quelque chose de spécifique, tu la retiens beaucoup mieux que quand tu la lis dans un livre sans contexte. Mon ami, j'aimerais maintenant parler de la motivation. Parce que c'est vraiment la partie la plus difficile. Pas la grammaire, pas le vocabulaire, pas la prononciation. La motivation. Au début, on est toujours motivé. C'est nouveau, c'est excitant, et on fait des progrès rapides parce qu'on passe de zéro à quelque chose. Mais après quelques semaines ou quelques mois, on atteint une période plus difficile. Les progrès semblent plus lents. La nouveauté a disparu. Et c'est là que beaucoup de gens arrêtent. Comment ai-je géré ça? J'ai trouvé des raisons concrètes et personnelles de continuer. Pour moi, une de mes grandes motivations était de pouvoir voyager dans des pays francophones sans me sentir perdue ou dépendante des autres. J'avais voyagé en France quelques années avant de commencer sérieusement à apprendre, et je me souviens de ce sentiment de frustration. Voir des gens vivre leur vie dans cette belle langue et ne pas pouvoir participer. Je voulais changer ça. Mais cette motivation abstraite ne suffisait pas toujours. Alors j'ai créé des motivations plus petites, plus immédiates. Des petits défis. Par exemple, après 3 mois, je me suis donné comme défi de commander quelque chose en français lors de mon prochain voyage. Après 6 mois, je me suis donné comme défi de regarder un épisode d'une série sans sous-titres. Après 1 an, j'ai cherché à avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui ne parle pas un mot d'anglais. Ces petits défis me donnaient quelque chose vers quoi travailler. Et chaque fois que je réussissais, même imparfaitement, ça me donnait de l'énergie pour continuer. Mon ami, trouve tes propres raisons. Pourquoi veux-tu apprendre le français, vraiment? Pas les raisons générales, mais les vraies raisons, personnelles, spécifiques à ta vie. Est-ce que c'est pour communiquer avec une personne en particulier? Pour regarder des films sans sous-titres? Pour lire des livres dans leur langue originale? Pour vivre ou travailler dans un pays francophone un jour? Pour comprendre tes ancêtres? Pour montrer à tes enfants qu'apprendre une langue est possible? Écris ces raisons quelque part. Reviens les lire quand tu perds la motivation. Elles sont ton pourquoi, et le pourquoi est ce qui te garde en mouvement quand le chemin devient difficile. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment organiser ton temps si tu es vraiment occupé? Parce que je sais que tout ce que je dis sonne bien en théorie,
mais que la vraie vie est compliquée. D'abord, j'ai fait une analyse honnête de mon emploi du temps. J'ai écrit chaque heure de ma journée typique. Et j'ai trouvé des moments que je n'utilisais pas bien. Voici quelques exemples concrets. Le trajet pour aller au travail ou à l'école. Que tu prennes le bus, le métro, le train ou que tu marches, ce temps peut devenir du temps d'écoute. 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, c'est 40 minutes par jour. 35 heures par mois. C'est énorme. Le temps pour faire le ménage ou la cuisine. Passer l'aspirateur, faire la vaisselle, préparer à manger. Ce sont des activités physiques qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration mentale. Mais du français en arrière-plan. 5 heures par semaine facilement. Le temps pour faire du sport. Si tu fais une marche, une course ou de la gym, tu peux écouter du français. 2 à 3 heures par semaine. Les pauses au travail. 5 à 10 minutes 2 ou 3 fois par jour. Tu peux faire des flashcards ou écouter un court extrait audio. Le temps avant de dormir. 10 à 15 minutes dans ton lit, tu peux écrire quelques phrases dans ton journal ou écouter quelque chose de calme en français. Quand tu additionnes tout ça, tu peux facilement trouver 1 à 2 heures de français par jour sans sacrifier aucune partie importante de ta vie. Juste en utilisant mieux le temps que tu as déjà. Mon ami, c'est ça le secret. Pas se lever à 5 heures du matin pour étudier 2 heures avant le travail. Pas sacrifier tes week-ends. Juste utiliser intelligemment les espaces vides de ta journée. Je veux aussi parler de la technologie, parce qu'on est dans un monde où les outils pour apprendre une langue n'ont jamais été aussi accessibles. Quand mes parents ont appris des langues étrangères à l'école, ils avaient des cassettes audio et des manuels. C'était tout. Aujourd'hui, on a des applications, des podcasts, des séries, des films, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des communautés en ligne et des professeurs disponibles en ligne à n'importe quelle heure. Je n'utilise pas tout à la fois, car ce serait trop. Mais j'ai fait des choix. Voici ce que j'utilise personnellement. Pour l'écoute, j'utilise des podcasts spécialement conçus pour les apprenants. Ces podcasts utilisent un français clair, avec des transcriptions disponibles, et ils abordent des sujets variés et intéressants. C'est idéal pour un niveau intermédiaire, parce que ce n'est ni trop simple ni trop difficile. Pour le vocabulaire, j'utilise une application de répétition espacée sur mon téléphone. J'y mets les mots que je rencontre dans mes lectures ou mes écoutes, et l'application me demande de les revoir au bon moment. Je fais ça en 5 à 10 minutes par jour. Pour regarder, j'utilise des plateformes de streaming qui ont du contenu en français. Je cherche des séries françaises ou des films francophones. J'essaie de regarder avec les sous-titres en français, pas en anglais, pour que mes yeux et mes oreilles soient dans la même langue. Pour lire, je cherche des articles en ligne sur des sujets qui m'intéressent. Il y a aussi des applications qui adaptent la difficulté des textes à ton niveau, ce qui est très pratique. Pour parler, j'ai mon partenaire d'échange 1 fois par semaine, et j'essaie aussi de parler toute seule parfois, ce qu'on appelle le monologue. Je décris ce que je vois autour de moi, ou je parle d'un sujet à voix haute comme si j'expliquais quelque chose à quelqu'un. C'est bizarre au début, mais ça aide vraiment à rendre l'expression plus fluide. Mon ami, il n'y a pas de combinaison parfaite d'outils. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour toi. L'important, c'est de trouver les outils que tu aimes utiliser.
Parce que si tu adores une application ou un type de contenu, tu vas y revenir naturellement. Et c'est ça qui crée la régularité. La régularité est le vrai secret de l'apprentissage d'une langue. Pas la quantité, pas la méthode, pas les outils. La régularité. Je veux maintenant partager quelque chose de plus personnel. Il y a environ 8 mois, j'ai vécu une expérience qui a vraiment changé ma façon de voir mon apprentissage. J'étais en voyage et j'ai rencontré un groupe de personnes qui parlaient uniquement français. Nous avons passé une soirée ensemble, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu de vraies conversations en français, des conversations sur de vraies choses, pas juste « bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je leur ai parlé de mon enfance, de mon travail et de mes rêves. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Parfois, je cherchais mes mots. Parfois, je disais une chose et les gens souriaient gentiment parce que ça ne sonnait pas tout à fait juste. Mais on se comprenait. Et c'était magique. Ce soir-là, j'ai compris pourquoi j'apprenais le français. Pas pour des examens. Pas pour impressionner quelqu'un. Mais pour pouvoir me connecter avec des gens que je n'aurais jamais connus si je ne parlais qu'anglais. Pour accéder à une autre façon de voir le monde, à une autre culture, à une autre façon de penser. La langue, c'est plus qu'un outil de communication. C'est une fenêtre sur une autre façon d'être humain. Et depuis ce soir-là, quand je me sens moins motivée, je pense à cette conversation. Je pense à ces gens que j'ai rencontrés, aux rires qu'on a partagés, aux idées qu'on a échangées. Et ça me donne envie de continuer. Mon ami, j'espère que toi aussi, tu trouveras ton moment comme celui-là. Ce moment où tu réalises que ça marche, que tes efforts ont produit quelque chose de réel et de beau. Parlons maintenant d'un obstacle très commun, la peur de faire des erreurs. C'est l'obstacle numéro 1, je pense, pour les adultes qui apprennent une langue. Pas le manque de temps, pas le manque de ressources, mais la peur. Peur de paraître stupide. Peur de mal prononcer. Peur que les francophones natifs te jugent. Cette peur peut paralyser complètement. Voici ce que je pense de la peur des erreurs. Les erreurs sont des preuves que tu essaies. Un enfant qui apprend à marcher tombe des centaines de fois avant de marcher correctement. On ne dit pas que cet enfant est mauvais en marche. On dit qu'il apprend. Quand tu fais une erreur en français, tu n'es pas mauvais en français. Tu apprends le français. C'est très différent. Et la plupart des francophones que j'ai rencontrés sont contents quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Ils ne se moquent pas des erreurs, au contraire, ils apprécient l'effort. J'ai eu des conversations avec des francophones natifs où j'ai fait plein de petites erreurs de grammaire, et ils continuaient la conversation normalement. Parce que ce qui compte, c'est la communication, pas la perfection. La perfection est l'ennemi de la progression. Si tu attends d'être parfait pour parler, tu ne parleras jamais. Alors voilà mon conseil, donne-toi la permission d'être imparfait. Parle avec des erreurs. Écris avec des erreurs. Ris de tes erreurs quand tu les remarques. Et recommence. Je veux aussi parler de quelque chose qu'on appelle le plateau. C'est ce moment dans l'apprentissage d'une langue où tu as l'impression de ne plus progresser. Au début, les progrès sont rapides et visibles. Mais après un moment, tu sembles stagner.
tu es à peu près au même niveau depuis des semaines, peut-être des mois. C'est frustrant. Le plateau est réel, mais il est aussi trompeur. Parce que même si tu n'as pas l'impression de progresser, tu progresses quand même, juste de façon moins visible. Ton cerveau consolide ce qu'il a appris. Il prépare le prochain saut en avant. Quand j'ai atteint ce plateau autour du niveau intermédiaire, j'ai fait quelques changements pour relancer ma progression. Premièrement, j'ai changé de contenu. J'écoutais les mêmes types de podcasts depuis longtemps, et c'était devenu trop facile. J'ai cherché du contenu authentique, des podcasts faits pour des francophones natifs, pas pour des apprenants. C'était difficile au début, mais cette difficulté m'a forcé à progresser. Deuxièmement, j'ai commencé à lire des textes plus longs. D'abord des articles, puis des nouvelles, et maintenant des livres. Lire me force à rencontrer des structures grammaticales et du vocabulaire que je ne rencontrerai pas dans du contenu pour apprenants. Troisièmement, j'ai cherché à avoir des conversations plus complexes avec mon partenaire d'échange. Au lieu de parler de sujets simples, comme la météo ou les activités du week-end, nous avons commencé à parler de sujets plus profonds. Nos opinions sur des films, nos visions du monde, nos rêves et nos peurs. Ces conversations m'ont forcé à chercher un vocabulaire plus riche et à utiliser des structures plus complexes. Mon ami, si tu te trouves sur un plateau, c'est peut-être le signe que tu as besoin d'augmenter le niveau de défi. Cherche du contenu un peu plus difficile que ce que tu comprends facilement. Pousse-toi un peu hors de ta zone de confort. C'est là que la vraie progression se passe. Maintenant, j'aimerais parler de la prononciation, parce que c'est souvent quelque chose qui inquiète beaucoup les gens. Le français a des sons qui n'existent pas en anglais, comme le R français, les sons nasaux et le U, et ça peut être intimidant. Je ne suis pas parfaite en prononciation. Mon accent britannique se remarque parfois. Mais au fil du temps, j'ai beaucoup amélioré ma prononciation grâce à une chose simple, l'imitation. J'écoute attentivement comment les francophones natifs prononcent les mots, et j'essaie de copier. Pas juste les sons individuels, mais le rythme, l'intonation et la musique de la langue. Le français a une musicalité très différente de l'anglais. Quand tu commences à entendre et à reproduire cette musicalité, ton accent s'améliore naturellement. Une technique que j'aime beaucoup, c'est le shadowing. Tu écoutes quelqu'un parler en français et tu répètes en même temps, en essayant de correspondre exactement à ce que tu entends. C'est difficile au début, mais avec de la pratique, ça améliore vraiment l'oreille et la prononciation. Et encore une fois, la perfection n'est pas l'objectif. Un accent est quelque chose de beau, pas quelque chose d'embarrassant. Il raconte d'où tu viens. Les francophones aussi peuvent avoir un accent. Chaque région du monde francophone a son propre accent, et tous sont valables. Le but, c'est d'être compris, pas d'effacer qui tu es. Mon ami, on approche de la fin de cette longue conversation, et j'aimerais résumer les choses principales que j'ai apprises pendant ces 2 ans d'apprentissage intensif du français dans une vie chargée. La première chose, la régularité bat la quantité. 10 minutes par jour, tous les jours, sont plus efficaces qu'1 heure par semaine. Trouve les petits espaces dans ta journée et utilise-les. Le trajet, le ménage, la cuisine, la pause déjeuner, tout ça peut devenir du temps de français. La deuxième chose, expose-toi à du contenu authentique que tu aimes vraiment. Pas juste des exercices de grammaire. De vraies séries, de vrais podcasts,
de vrais articles, sur des sujets qui te passionnent. Le plaisir est un moteur de l'apprentissage. La troisième chose, commence à parler et à écrire le plus tôt possible. Même avec des erreurs. Surtout avec des erreurs. La production active, parler et écrire, est indispensable si tu veux vraiment maîtriser la langue. La quatrième chose, trouve du soutien humain. Un partenaire d'échange, une communauté en ligne, un ami qui apprend aussi. Apprendre avec d'autres personnes est plus motivant et plus efficace qu'apprendre seul. La cinquième chose, sois patient avec toi-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. Il y aura des hauts et des bas. Les jours difficiles font partie du processus. Ne te juge pas trop sévèrement et continue d'avancer. La sixième chose, rappelle-toi ton pourquoi. Les raisons profondes qui t'ont poussé à commencer. Quand la motivation baisse, ces raisons sont ce qui te garde en mouvement. Et la septième chose, peut-être la plus importante, profite du voyage. Apprendre une langue, c'est une aventure. Tu vas découvrir des films, des livres, des chansons, des idées et des personnes que tu n'aurais jamais connues autrement. Chaque conversation en français, même imparfaite, est une victoire. Célèbre ces victoires. Mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que tu es sérieux dans ton désir d'apprendre le français. Et ça me touche vraiment. Parce que je sais combien c'est difficile de trouver le temps, de trouver la motivation, de commencer et de ne pas arrêter. Je veux que tu saches que c'est possible. Pas seulement pour les gens qui ont beaucoup de temps libre. Pas seulement pour les gens qui ont un don particulier pour les langues. Pour toi aussi. Dans ta vie, avec ton emploi du temps, avec tes contraintes. La seule condition, c'est de commencer. Aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu auras plus de temps, car ce moment n'arrive jamais. Commence maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu commences par écouter 5 minutes de français pendant ton café du matin. C'est suffisant. C'est une première pierre. Et demain, tu poseras une autre pierre. Et après-demain, une autre. Et un jour, plutôt que tu ne le crois, tu regarderas en arrière et tu verras combien de chemin tu as parcouru. Je pense souvent à la version de moi d'il y a 2 ans, celle qui voulait apprendre mais qui ne savait pas comment commencer, celle qui pensait qu'elle n'avait pas le temps. J'aimerais lui dire ce que je sais maintenant, que le temps existe si on le cherche, que les erreurs ne font pas mal, que chaque petite chose compte, et que la langue qui te semble impossible aujourd'hui deviendra naturelle avec le temps. Mon ami, merci d'être resté avec moi pendant toute cette vidéo. C'est une longue conversation, et je suis vraiment heureuse qu'on l'ait eue ensemble. Si tu as des questions sur ma méthode, sur les ressources que j'utilise ou sur comment gérer un moment difficile dans ton apprentissage, pose-les dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à autant d'entre eux que possible. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. J'adore découvrir d'où vient notre communauté. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui va apprendre le français mais qui pense ne pas avoir le temps. Peut-être que ça changera quelque chose pour cette personne aussi. Et surtout, commence. Maintenant. Aujourd'hui. Le français t'attend. À bientôt, mon ami.